Je vais rebondir sur la citation de notre rapporteur général, cet excellent roman qu'est Le Guépard. Mais à cette citation, je préfère celle de Benjamin Disraeli, le Premier ministre de la Reine Victoria, l'un des piliers intellectuels du conservatisme britannique, qui disait qu'il faut réformer ce qu'il faut pour conserver ce qui vaut. Et c'est là qu'est le vrai conservatisme, monsieur le rapporteur général. Réformer ce qu'il faut pour conserver ce qui vaut. Nous voici donc pour un débat d'orientation budgétaire, quelques heures avant la présentation du PLF du gouvernement, mystère de l'ordre du jour, mystère du calendrier de ce PLF ô combien atypique. Et faute de matière, Monsieur le Président, ce DOB s'apparente parfois à un discours de politique générale, bis, ter, quater, et tutti quanti. Le Premier ministre a évoqué lors de son discours de politique générale la situation budgétaire désastreuse dans laquelle il a trouvé le pays. C'est le fruit de 12 ans de quinquennat Hollande puis Macron. Résultat, la France fait l'objet d'une procédure de déficit excessif par Bruxelles, et là c'est le lot logique de la monnaie unique. Sonia Mabrouk nous dit ces jours-ci, et je reprends son expression tant elle est juste, que sous un angle budgétaire mais également sous l'angle économique, social et sociétal, le pronostic vital de la nation est engagé. Ça doit nous imposer du sérieux, le sens du bien commun, et au-delà des intérêts particuliers, la nécessité d'avoir des propos mesurés, ainsi que le courage de la détermination. Nous avons une dette de 3 200 milliards d'euros, des intérêts qui coûtent aux Français près de 55 milliards par an. Certes, les collectivités locales ne représentent que 8%, monsieur le rapporteur général, de cette dette, mais elles en participent quand même. J'entends les questions des proportions. Dans l'urgence, il s'agit de trouver 60 milliards d'euros pour boucler le budget. Le Premier ministre nous dit que 40 milliards d'euros seront trouvés en faisant des économies et 20 milliards d'euros par l'augmentation de la fiscalité sur les foyers très riches, sur les grandes entreprises profitables. Il s'agit concrètement de ramener le déficit public de 6 à 5% du PIB. Autrefois, nous en avons échangé, avant l'euro, nous organisions l'appauvrissement général de la nation par des dévaluations successives, comme sous la République mitterrandienne. Avec l'euro, c'est le dernier exemple dont on dispose. Je vous rassure, les radicaux socialistes ont fait la même chose très loin avant. L'euro a été... avec l'euro, tout cela n'est pas possible. L'euro a été notre bouclier, mais de façon paradoxale, et n'y voyez pas une critique contre la monnaie unique, mais un constat, une sorte de pousse au crime, considérant que nous étions protégés par la stabilité de la monnaie unique, et donc que nous pouvions accroître notre endettement au fil du temps, impunément. Au passage, deuxième pousse au crime, l'emprunt à taux négatif, dont... Bruno Le Maire, moi je ne l'appelle pas Bruno, mon cher Loïc, Bruno Le Maire a abusé, usé et abusé. Le fait est que nous allons devoir faire les réformes budgétaires nécessaires si nous souhaitons redevenir une nation qui compte en Europe et dans le monde. Le budget de la nation n'est pas une question comptable, c'est une question d'indépendance nationale et donc de liberté pour chacun d'entre nous, chacune de nos familles, chacune de nos entreprises, chacune de nos collectivités. Pour les collectivités, il est évoqué un contrat de responsabilité avec les mairies, départements et régions. Alors tout ça a toujours des noms très marketés, c'est ça. Catherine Vautrin, ministre des partenariats avec les territoires, rencontre les représentants des collectivités, parmi eux les représentants des villes moyennes qui sont particulièrement inquiets, mais également les représentants de Régions de France. Alors pour traiter de cette question, un rapport de la Cour des comptes, publié le mercredi 2 octobre, évoque les pistes suivantes, 8,8 milliards d'euros d'économies, 5,4 milliards d'euros de recettes en moins pour les collectivités territoriales. Les derniers chiffres qui circulent sont de 5 milliards pour les collectivités répartis en 3 milliards d'économies et un peu plus d'1 milliard de recettes en moins, si j'ai bien compris. Et au regard des propos du président et des vôtres hier, on est sur 50 à 60 millions
grosso modo, sous réserve du PLF de ce soir, pour notre collectivité. Rappelons au passage que nous avons voté une DM hier à 2,2 milliards d'euros de budget pour l'année 2024. Néanmoins, dans l'attente de la présentation du PLF, nous avons parfois le sentiment de débattre un peu dans le vide. Une petite incise pour rappeler au passage que le péché originel de l'administration Macron dans le domaine du financement des collectivités, c'est probablement la suppression de la taxe d'habitation que personne ne demandait, et qui était un effet de manche de la campagne de 2017. Dans l'absence de chiffres stabilisés, nous connaissons la tendance, elle va dans le sens des économies et des baisses de recettes inédites. La Cour des comptes, de tradition peu empreinte à considérer les collectivités comme responsables et plutôt empreinte à les considérer comme dépensières, mais c'est globalement le prisme de l'État en général, nous invite donc à faire des économies. L'État, quant à lui, a effectué d'importants transferts de charges sans transférer les moyens. C'est le cas pour, et j'élargis les collectivités, pour l'instruction des permis de construire, pour la création et le fonctionnement des maisons de service. France Service, on pourrait continuer la litanie longuement. Sur le nombre de fonctionnaires, dans le même rapport de la Cour, il est évoqué la création de 100 000 postes de fonctionnaires dans les collectivités locales et territoriales depuis 2010. C'est une réalité. Mais pourquoi? Alors, il y a parfois des facilités du côté des collectivités à créer de l'emploi, mais on peut aussi discuter de l'inflation législative et réglementaire qui a amené cette inflation de création de postes qui ne peut pas durer. Je ne reviendrai pas sur mon propos sur le Sradat hier, mais je pense que tout cela participe de l'inflation du nombre de postes dans nos collectivités, régions et au-delà de la région. En région Bretagne, au prorata de ces 100 000 postes, s'il fallait revenir dessus, il faudrait en supprimer 238. Rappelons que ces 238 postes sont évidemment des postes de fonctionnaires qui ont statutairement la sécurité de l'emploi. Pour rogner sur les recettes, les pistes évoquées sont de ne pas répercuter l'effet dynamique de la TVA sur les régions. Bon. Les régions n'ont déjà pas beaucoup d'autonomie fiscale. Je rappelle le vote de la majorité hier sur l'assise sur les carburants. C'est un enjeu de 30 millions d'euros, ramené à nos 2,2 milliards. Mais la non-répercussion de la dynamique de la TVA sera-t-elle suffisante à combler, ou du moins à remplir le contrat? Rien n'est moins sûr. On évoque la baisse des dotations au moment même où on parle de décentralisation. Ne nous trompons pas, les Français sont parfaitement conscients de la situation. Je pense que les chiffres annoncés leur donnent le vertige, ramenés à leur budget familial ou pour un certain nombre d'entrepreneurs à leur budget de PME. Mais ils sont conscients des choses. Alors tant que le constat et les remèdes restent théoriques, ils adhéreront nécessairement au redressement. Quand on rentrera dans le dur et dans le concret, les partisans du grand soir feront l'agite-propre habituel. Ce que je partage avec ces trotskistes 50 nuances, référence à mon propos d'hier, c'est qu'il faut profiter de cette situation de crise pour faire bouger les lignes. À la différence de l'extrême gauche, je pense qu'il faut faire bouger les lignes dans le sens d'une nouvelle construction et non pas de façon schumpeterienne en faisant confiance au chaos créatif, à la révolution. Le système est manifestement à bout de souffle. Cela nécessite de trancher une bonne fois pour toutes sur les compétences des collectivités. Alors, on a le rapport Woerth, les propositions, au bloc communal, les services publics de proximité, au département, les solidarités et la résilience territoriale, à la région, le développement économique, la planification. Pour établir les synergies locales, dit le rapport Woerth, la contractualisation et le chef de fila sont préconisés. Mais d'autres pistes peuvent être évoquées, qui sont peut-être l'occasion de faire valoir la liberté bretonne. Dans tous les cas, nous devons aller vers plus de subsidiarité, plus de liberté pour la Bretagne,
J'en profite pour répéter ma question d'hier, Monsieur le Président. Serez-vous à Nantes samedi pour la manifestation de Bretagne Réunie? Il me semble que je n'ai pas eu la réponse. En préalable et dans l'urgence, chacun doit donc faire l'effort de rechercher des économies. Il n'est pas illégitime, je crois que vous l'avez dit, il n'est pas illégitime de penser que les régions puissent participer de l'effort national. Alors, la tentation est évidemment de faire du chantage à la baisse de l'investissement plutôt qu'à s'attaquer au fonctionnement. Le fonctionnement, ce sont les études multiples, diverses et variées, parfois imposées par la loi, mais parfois à l'initiative de la région, comme notre ami Jean Covici et son Shift Project. Les agents qui ne sont pas en première ligne au contact des usagers, je ne reviendrai pas sur les effectifs de la communication, nous avions voté contre le magazine papier de la région il y a 2 ans, je crois. Nous considérions que ce n'était pas nécessaire. Et puis, on peut s'interroger sur les doublons, ou plus que doublons, les services Europe, ici, là, ailleurs, et encore. Je trouve que l'échelon de la région est justifié, mais en faut-il dans les départements, en faut-il dans les grandes métropoles, en faut-il... Je pose la question. Les sondages commandés par l'exécutif de la région, au sujet, je les attends toujours. Référence à notre débat d'orientation budgétaire d'il y a 1 an, où nous avions constaté la réalité de ces sondages. Et nous avions demandé, nous l'avons réitéré à plusieurs reprises à l'initiative d'Anna Soyer en commission des finances, je souhaiterais en avoir connaissance de la nature, connaissance des résultats. Les techniques d'appel à projet, vous savez, qui multiplient les instructeurs. Enfin voilà, ce sont quelques petites pistes modestes, mais qui participent du débat. Et pour cela, il faut avoir une vision claire de ce que vous voulez faire et comment vous voulez classer vos priorités. Je souhaite, Monsieur le Président, que la Commission des finances soit étroitement associée au nécessaire travail d'inventaire des dépenses de fonctionnement de la région. Ce que nous ferons valoir, c'est la culture de l'économie, qui n'est pas une question de volume, mais qui est bel et bien une culture dès le premier euro. Quant à moi, je pense qu'il faut sanctuariser le plus possible l'investissement, tout en ayant conscience que ces décisions gouvernementales risquent de mettre en panne des investissements que nos collectivités partenaires pensaient engager. Je pense à nos participations aux investissements financés par Bien Vivre en Bretagne, notamment. Rejeter cette participation à l'effort national serait irresponsable, mais se contenter de subir n'est pas non plus la solution. Le chemin se situe probablement dans le dialogue inévitable qui doit se mettre en place entre les collectivités, singulièrement les régions, et le gouvernement. Le Premier ministre a été président de département, la ministre en charge du partenariat avec les collectivités a été présidente du Grand Reims. On peut supposer qu'ils ont la conscience de la réalité que nous vivons. D'un obstacle, Monsieur le Président, il faut faire un atout et exiger en contrepartie de la participation des collectivités au redressement national le plus de liberté et d'autonomie que nous appelons de nos vœux. Les périodes de crise sont parfois celles où se nouent de nouvelles relations. Participer du redressement, oui, mais en mettant dans la balance plus d'autonomie, plus de confiance, plus de responsabilité, moins de doublons, moins de bureaucratie et surtout plus de subsidiarité. Le propos de notre rapporteur général est toujours coloré dans la vieille tradition oratoire des radicaux socialistes qui allient les images parlantes, les traits d'humour et la connaissance du dossier technique dans les détails. Mais je ne vois pas cette volonté de faire bouger les lignes vers plus de lisibilité et plus de liberté. C'est le risque de se faire piéger dans le détail. Je comprends la nécessité du détail, mais simplement garder la vision. Le tableau est noir, certes, mais pour vous citer Georges Bernanos, la plus haute forme d'espérance est le désespoir surmonté. Donc après cet été de JO, de Jeux olympiques et paralympiques, pratiquons le judo qui consiste à utiliser le mouvement de la chute dans laquelle nous sommes entraînés pour renverser la situation à notre avantage. Un dernier point, pardonnez-moi, c'est une dernière incise, pour dire tous nos vœux de rétablissement à notre directeur général adjoint en charge des finances, qui je suis certain nous regarde, tous nos encouragements au service pour la construction du budget. Dans le contexte actuel, ce n'est pas uniquement une formule de politesse, ils ont tout notre soutien. Je vous remercie. Merci à vous.
Et merci des mots pour effectivement Gilda Lebray. Nous nous joignons à vos mots pour espérer son retour rapide. Monsieur Perrin-Sarzier, nous revenons vers vous. Oui, merci.